Salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Comment ça va, fou? Ça va toujours très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui en direct de La Belle Carte, notre boutique de vente de TCG en Oui. ligne. Boutique sur laquelle vous pouvez retrouver tous les TCG Bam. émergents. Vous avez les précommandes de Lorcana, l'extension Fable dont vous entendrez parler très prochainement sur la chaîne Lorcana, Oui. qui est en précommande actuellement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous n'avez jamais utilisé le code VALEPL 2025, qui est évidemment dans la description, parce que l'esperluette vaut mieux la copier-coller, c'est plus facile. Oui. Et bien dans ce cas-là, vous bénéficiez de 5% de réduction sur votre panier. Comme on l'a dit dans le podcast précédent, Ça fait plaisir. sur Magic, 10 000 euros de panier, c'est 500 euros de réduction. Ouais. Vous imaginez 500 euros? C'est énorme. Vous voyez combien ça fait, l'Armina? Je vois très bien. C'est bien, oui. On remercie également ceux qui viennent nous voir sur Voct. Évidemment, toujours le code La Belle Carte pour avoir 10 euros offerts quand vous créez votre compte. Voilà, pendant 2 semaines. C'est ajouté direct à votre compte, rien à faire si vous avez mis le code quand vous le créez. Et vous pouvez venir nous voir 3 fois par semaine, mardi, jeudi, dimanche à 19h. On fait un peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas pour vous faire plaisir avec ces petits 10 euros offerts. On en place une petite pour ceux qui nous soutiennent sur Tipeee ainsi que via les souscriptions YouTube, les boss. Et on en place également une petite pour GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025. Qui nous permet de protéger nos moult cartes de nos moult TCG, nos moult hits et nos pas hits aussi. Ils sont tout à fait protégés aussi, nos pas hits, mais ils sont moins protégés. Alors moi j'ai des pailles qui sont pas protégés. Voilà, il y en a qui Je te ne sont dis, pas tous protégés. Il y a des trucs qui sont pas protégés. Ouais. Donc si vous voulez également protéger vos jolies petites cartes, n'hésitez pas à consommer des produits GameGenic, ça fait plaisir. Boum, on est parti. On se refait le sommaire ou on y va direct? Je pense qu'on va se faire rapido le sommaire parce qu'il y a des gens qui viennent pas du podcast Magic, mais très rapidement, on va parler du Master TCG, on va parler de Flesh and Blood, on va parler de One Piece OP13 et on finira avec un point sur le 7-5 de Star Wars. Voilà. On est parti. C'est très vite fait, bien joué. Le Master TCG, c'est quoi? Le Master TCG, c'est un tournoi chez les joueurs du dimanche. Voilà. Ensuite, allez, on passe au prochain segment. Non, on rigole, on a le temps. On a le temps. Le Master TCG est un tournoi entre créateurs de contenu. Deuxième édition. Deuxième édition, on l'a déjà fait l'an passé. L'idée étant de réunir des créateurs de contenu autour de la passion des TCG. Ouais. Chaque créateur de contenu va être mis en binôme avec un autre créateur. Ils ont décidé de séparer les binômes habituels. Donc les joueurs du dimanche ne seront pas ensemble et nous ne serons pas ensemble. L'idée, c'est que chaque binôme devra manier 8 TCG, donc 4 TCG par binôme. On s'affrontera sur 4 jours, donc du mercredi 30 juillet jusqu'au samedi 2 août. Un TCG le matin, enfin, on va dire l'après-midi plutôt, et un TCG le soir, et à la fin, on verra quel est le binôme qui a remporté le plus de points. Tout à fait. Il y a des petites spécificités pour chaque TCG en fonction du jeu. Ouais, c'est ça. Tantôt du scellé, entre guillemets. L'idée, c'était d'avoir une pluralité de formats. On a du préconstruit pour les TCG qui ont des bons préconstruits. Désolé pour les autres, vous avez des préconstruits nuls à chier. Donc, voilà. Ou pas assez de préconstruits. Ou pas assez de préconstruits, on rigole bien évidemment. On a des formats construits et on a des formats limités. Comme ça, vraiment un panel de maîtrise de tous les TCG. Au niveau des TCG ou jeux de cartes. On a, sur les 8 TCG qui ont été représentés, Lorcana, Star Wars, Altered, Magic, Flesh and Blood, One Piece, Gwent et Nexus, qui sont deux CCG, donc on va dire des... Alors même pas un CCG pour Nexus. Nexus, c'est tu achètes la boîte et le jeu est prêt à jouer. C'est un jeu de société, mais qui est... on dirait un TCG. Qui ramène à des règles de TCG. Et le Gwent, c'est un CCG. En gros, tu achètes des boîtes et tu as toute une extension disponible. En fait, il est présenté à l'achat comme un jeu de société, sauf qu'à la base, c'était un TCG avec des extensions, sauf qu'il a été arrêté. Enfin, il n'y a plus de cartes qui sortent. Et du coup, ils ont fait une version avec une partie des cartes du coup en jeu de société. Donc voilà, très sympathique. On peut vous présenter les différentes teams. Je te laisse les afficher à l'écran. La première team que vous verrez participer à ce Master TCG, c'est la team Possible avec Hayley et Rofelos. Oui. Ensuite, la seconde team, c'est la team Quick, donc avec Marie Grandjeu et Pedro Canali. Tout à fait. La troisième team que vous pourrez retrouver, c'est la team Watch the Deck Burn. Dédicace à Max pour le titre, ça vient pas de moi, en référence à notre amour pour amour commun pour le métal. Les gars qui crient. C'est les gars qui crient, Val et Max Hildan. Et enfin, dernière team, la team Dolce Meta, avec donc Sylvia et PL. Sylvia qui est une créatrice de contenu italienne, donc vous la connaissez peut-être pas. Elle est casteuse notamment pour Lorcana. C'est ça. Si vous êtes un peu dans l'écosystème Lorcana, vous la connaissez. Mais sinon, non. Elle fait notamment du Lorcana en tant que
joueuse compétitive enthousiaste et elle caste beaucoup de tournois parce qu'il y a aussi pas mal de tournois en Italie qu'elle caste notamment et elle fait du altered pas mal. Elle joue beaucoup aux jeux de société. À la base, elle est créatrice de jeux de société, elle en fait toujours énormément. Donc ça s'est joué ludiquement parlant. Oui. On est là pour rosser. On était dans la team Bravos ensemble à la journée de découverte de Altered avec Sylvia. Et elle parle français évidemment, c'est pour ça aussi qu'elle participe à ce show. Vous inquiétez pas, elle parlera pas italien, vous pourrez l'entendre communiquer. Je sais pas si ça vous a inquiété qu'elle parle italien, mais... Disons que sur le Master TCG, l'avantage, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas que les casters, tu as le micro des joueurs. Et tout le concept du Master TCG, c'est de pouvoir répondre aux interviews, c'est de pouvoir avoir les joueurs avec un micro in-game. Et si la personne ne parle pas français, tu perds un petit peu. C'est pour ça que, évidemment, vous n'êtes pas deck d'entendre parler italien à quelqu'un, mais c'est important qu'elle puisse parler français. Mais je le précise pour que les gens comprennent bien ce que c'est que le Master TCG. Ça s'internationalise. Oui, bien sûr. Tout à fait. Au niveau des TCG que l'on va manier chacun dans notre team, je te laisse parler de ta team et je parlerai de la mienne. Oui, alors je serai sur Magic, sans trop de surprise, également sur One Piece, sur Flesh and Blood et sur Nexus. Ok, et donc Sylvia jouera à Altered, Lorcana, Gwent et Star Wars. Exactement. De mon côté, je serai sur Star Wars, One Piece, Lorcana et Altered. Et Maxildan sera sur Gwent, Nexus, Flesh and Blood et Magic. Il y a pas mal de gens qui se sont demandé pourquoi j'étais pas sur Fab et Magic, parce que c'est des jeux que j'apprécie et les gens m'attendaient dessus. Il y a deux raisons qui sont deux raisons distinctes. Flesh and Blood, c'est le jeu préféré de Maxildan. C'était obvious qu'il allait le faire. J'aurais été très chaud de faire Flesh and Blood. Mais disons que les autres jeux, les 4 jeux que j'ai choisis, c'est des jeux auxquels je joue déjà et où je vais avoir un edge à piquer ces jeux-là. Flesh and Blood, dans tous les cas, il y a quand même Pedro en face de nous. Donc je veux dire, remporter le tournoi, ça paraît compliqué. Et Max est compétent, adore le jeu, c'est bien entraîné. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de raison qu'il ne prenne pas Flesh and Blood en fait. Et pour Magic, Maxildan, il connaît Magic, peut-être plus que ce qu'il ne connaîtrait un Altered ou un Lorcana par exemple. Et donc ça faisait sens, sachant que j'ai pas spécialement d'edge sur vous. C'est un jeu qui est très stack. Il y a toi, Refelos, Pedro, vous êtes tous des bons joueurs. Donc en vrai, Max, il s'entraîne en scellé, il peut aussi aller vous prendre des victoires. Tu dis ça, mais tu sais très bien comment ça se passe, le scellé. Le scellé, c'est le scellé, mais... Maxildan, il est entraîné par le bon Liland. Il est entraîné par le bon Liland, Donc attention à pas trop le sous-estimer sur Magic, le bon Max. Mais en fait, ça faisait plus sens en termes de stratégie pour apporter le plus de points possible. Qu'on se découpe comme ça, que j'aille sur ces TCG émergents que je consomme au quotidien, que j'apprécie beaucoup, et que Max parte sur Magic, Flesh and Blood. Et pour Gwent et Nexus, en vrai, il les connaît, alors que moi, je les connais peu. Oui, ça c'était assez... C'était assez évident. C'est évident, effectivement. Et vous êtes répartis comment ? Alors, du coup, je suis rentré en contact avec Sylvia, donc que je ne connaissais pas. Enfin, je la connaissais de loin, on s'est croisé à des événements, mais on n'a jamais échangé. Et du coup, je lui ai demandé la répartition des jeux pour voir les jeux sur lesquels elle était à l'aise. Et à la base, elle m'a proposé les mêmes jeux, mais de jouer à Nexus et que je prenne Star Wars. Mais elle m'a dit, je connais aussi Star Wars. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai déjà joué à Nexus, j'ai fait un tournoi notamment avec les jours du dimanche dessus. J'aime bien le jeu, je suis assez à l'aise dessus. Donc, ça me va de le prendre et de te laisser Star Wars si tu connais. Elle m'a dit, aucun souci, let's go. Et d'ailleurs, dans la petite bio de présentation, elle a dit que je lui avais assuré une victoire sur Nexus. Je fais non, j'ai pas dit ça à Sylvia. J'ai juste dit, je suis plus à l'aise sur Nexus que sur Star Wars. Donc attention, je vais évidemment gagner. Mais c'est pas ça que j'ai dit à la base. C'est pas évident de gagner sur Nexus parce que c'est chaud. Il y a des pics, des bans et tout. Ouais, et puis il y a aussi une vraie, c'est un jeu qui est variancé, quoi, qui assume sa variance. Comme tu mélanges deux, on l'a vu, tu mélanges deux factions, quand tu trouves que les cartes d'une faction, c'est très puissant. C'est très fort. C'est full synergie. Exactement, et puis tu as des factions qui sont très high roll, je pense notamment aux anges, que tu n'as pas forcément envie de piquer, parce que justement quand tu es un bon joueur, tu veux pas te soumettre au high roll, ou au low roll surtout. Par contre, ton adversaire, si high roll l'ange, c'est très compliqué, quoi. Tu as un intérêt, en fonction de ton niveau, de plus en plus aller vers le gamble, entre guillemets. Exactement. Parce que du coup, tu peux être récompensé.
Et l'adversaire ne pourra pas y faire grand-chose. Assurer une première place sur Nexus, autant assurer une première place sur Flesh and Blood, j'entends que Pedro puisse l'affirmer, autant, parce que c'est un jeu sans variance et puis qu'il a beaucoup d'avance sur nous, autant assurer une première place sur Nexus, effectivement, c'est peut-être un petit peu avancé. Oui, non, mais je l'aurais pas forcément, on va essayer. Donc ouais, pour la répartition, c'est ça. Et ensuite, on peut faire peut-être un point sur la prépa. Ouais, tout à fait. Alors déjà, moi, je peux vous dire que Max, ça prépa bien. Et oui. Je suis content. On l'a vu préparer. C'est mon teammate. Quand on est parti de l'avant-première Age of Eternities, qu'on décrypte notamment dans le podcast sur la chaîne Magic, et au moment où on part, on a vu Max arriver à Play-in pour s'entraîner le soir avec Night Crash, qui est un créateur de contenu qui fait partie de la chaîne Tour Zero, très sympathique. Et il venait s'entraîner à Flesh and Blood. Il avait tous les armory decks, tac, ça se tapait la carte avec Night Crash. J'ai dit putain, tu fais plaisir quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. On n'a pas tout le temps en fait de s'entraîner. On va être très sincère. On n'a pas un énorme volume horaire à mettre dans la préparation du Master TCG. Ouais. On arrive souvent sous-préparé et ça sera encore le cas malgré tout. Et les formats ainsi que les jeux sont décidés assez tard. Donc ça nous permet même pas, sur plusieurs mois de. Et vous verrez sur les formats, en plus, on a plusieurs decks à maîtriser par TCG. Donc on n'arrive jamais avec le niveau d'un tueur et d'un joueur de Pro Tour. Enfin, genre très très loin de ça. On essaie de jouer proprement. Moi, j'arrive avec le niveau de je comprends ce que je fais dans les games. Tu vois. Peut-être un peu plus sur des TCG que je consomme régulièrement, et tant mieux. Mais du coup, je suis content que Max, lui, se soit bien buté sur ses jeux à lui. Là où, quand on a croisé Rof, qui était lui à l'événement Age of Eternities, rien branlé. Main dans les poches, il a dit ouais, là j'étais pas mal sur autre chose, mais je vais y mettre. J'étais pas mal sur Hera. Il regarde la montre qu'il avait pas, il fait ouais, il reste une semaine. Mais... c'est dans une semaine quoi, Rof. Faut t'y mettre un petit peu quand même. Il va falloir s'y mettre. Il a dit qu'il était là pour le content. Ouais. Mais il va aussi entraîner Hayley, il nous a dit. Et j'ai vu un message dans le chat qui apparemment elle aurait dit ce matin en live, en story. J'ai pas encore lancé de jeu. Hayley, donc bon. Après, ça va être dur de rattraper tout le retard. S'ils ont vraiment que ça entre guillemets à faire. S'ils n'ont pas de taf qui peuvent se dédier à ça, tu arrives avec un niveau très décent. Hein. Tu peux comprendre ce que tu fais dans 4 jeux. Ouais. Mais c'est chaud. Hein. Si tu pars de loin, c'est compliqué. Force à Hayley parce que c'est la seule personne dans ce Master TCG qui n'a aucune accointance ou expérience avec le TCG à la base. Ouais. Donc c'est une personne qui part de zéro sur tous les jeux. C'est ça. Donc on va voir jusqu'où elle arrive. Force à elle. Ça peut créer la belle histoire. Exactement. Moi, niveau prépa... Mais ça aurait été bien que Croft se prépare du coup pour valoriser la belle histoire. Oui, c'est dommage. Il est peut-être assez talentueux pour ça en vrai. Mais oui, il va nous surprendre. Il est bon le ref. Moi, niveau prépa, du coup, je vais faire jeu par jeu. One Piece, ce sont des decks préconstruits que je n'ai pas tous testés, mais j'ai un avis théorique. Et avant, en fait, de faire l'événement One Piece, on saura à l'avance quel deck on aura. Donc je mise plutôt sur ce moment-là pour apprendre un peu mieux un deck, celui que je vais jouer, plutôt que d'essayer d'apprendre les 6 decks possibles pour, suivant celui que je pique. Apprendre les 6 decks, c'est surtout pour savoir lequel tu veux piquer, quoi. Ouais, voilà. Mais comme j'ai déjà des idées de théorie, de match-up, en vrai, j'ai pas senti le besoin de jouer. En plus que par rapport à tous ceux qui font One Piece, donc c'est le seul jeu sur lequel on va s'affronter d'ailleurs. Oui. Pas sur les autres. J'estime avoir un background de One Piece qui me permet de savoir comment jouer au jeu. Donc j'ai entre guillemets que à savoir comment jouer mon deck. Pour Marie et Hayley, je ne sais pas leur niveau de One Piece, mais si elles doivent apprendre à jouer et One Piece et leur deck, elles partent de plus loin. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je préfère mettre du temps dans autre chose. Bien sûr, mais c'est que si tu te trompes dans la phase de pique et que tu piques le mauvais deck, tu vas devoir avoir un supplément d'âme à chaque game, quoi. C'est ça. Donc je vais concentrer mes efforts pour peut-être train plus tard. Flesh and Blood, j'ai le Poto Lancelot notamment qui m'a aidé un peu à y voir plus clair sur les decks à pique et m'a expliqué un peu comment tous les decks fonctionnaient. Mais en fait, j'ai très peu de volume de game. J'ai réussi à jouer un petit peu avec lui, notamment quand il était à Toulon pour faire des games de Flesh and Blood, simplement se dérouler, donc attaque, défense, tout ça, gérer mes ressources, gérer mon arsenal, mais chaque main de Flesh and Blood contre chaque main adverse est différente, donc j'aurai jamais assez de préparation sur le jeu malheureusement. Je fais en sorte de savoir jouer au jeu et d'essayer d'être pas le dernier pour le coup, donc vu que Rof a rien préparé, ça va peut-être se jouer entre lui et moi, mais Max a l'air de bien tryhard et Pedro, c'est Pedro. Enfin, Pedro sur Flesh and Blood particulièrement, c'est très chaud. Donc, Flèche, j'ai fait avec ce que j'avais, mais comme j'ai pas les decks non plus, il y a un simulateur, je sais, mais jouer sur un simulateur quand tu connais pas trop le jeu,
c'est pas facile pour le coup. Enfin, Talishar est peut-être très simple d'utilisation, mais j'imagine que pas spécialement. C'est relativement simple, mais bon, faut avoir envie d'aller Ouais, se la donner ça faut s'y dessus. mettre. Donc, Encore une fois, c'est le temps nécessaire à la préparation qui est. À chaque fois, on se dit, ah, on va le tryhard celui-là, et puis en fait, la vie faisant, tu le tryhard pas, c'est pas ouais. vrai. Puis voilà, c'est pas. Honnêtement, les précos, c'est plus simple à tryhard qu'autre chose. Mais quand tu les as pas, tu les as pas, quoi. Donc, Je trouve pas, parce que sur un soft comme Talishar, ça aurait été plus simple de tryhard oui, avec le Gravy soft, Bones, tu vois. Flash qui a un soft, effectivement, non Tu officiel. vois, tu pour peux- One Piece, je suis deg que ce soit en préco, parce que le tryhard est beaucoup plus simple en construit pour moi. Oui, ouais, effectivement. Ouais. Ça dépend du jeu. Ouais, ouais. Pour Magic, quand j'ai voulu m'y mettre et tryhard, il n'y a plus le mode sur Arena. Donc, Tu peux le faire à l'XP. c'est très bête de l'avoir enlevé si tôt, le scellé. Après, oui, je Mais pense bon. qu'ils s'en foutent du Master TCG. Ils s'en foutent. Ouais, mais d'habitude, genre quand il y a des événements ou quoi, ils le laissent. Et là, comme il n'y avait plus d'événements, ils l'ont enlevé. Alors que. Ouais. Je réponds au chat, ouais, Flash, Dommage, c'est pas vraiment du préco, c'est ce qu'on C'est appelle d'armory. des armory decks, c'est un Ouais. peu comme des challenger decks à Magic. Ouais, c'est ça. C'est du niveau pour aller jouer en tournoi local et t'amuser. Ouais. Donc ouais, Magic, je vais un peu compter sur mon expérience. J'ai un peu drafté et joué en scellé sur Final Fantasy. Normalement, c'est sur ça que ce sera. Ouais, ouais, Pas c'est sur Age of confirmé. Eternities. C'est L'extension confirmé. sort vraiment juste en même temps. C'est bête de se dire on va faire ça alors que les gens pourront pas train et peut-être qu'on pourrait ne pas avoir de produits. Alors que sur FF, on a plus le temps de s'entraîner et on a les produits. Et en plus, l'extension est quand même hyper cool. Ouais. Et dernier jeu, c'est Nexus. Bah, ça, pour le coup, je vais me baser sur l'expérience que j'ai déjà. Donc en vrai, j'ai un peu de la chance, on va dire, sur les jeux que je pique. Ceux où il faudrait que je traîne comme Fab, je peux pas malheureusement. Et les autres, c'est pas que j'ai pas besoin de train, mais que j'ai moins besoin. Donc ça a l'air ok quoi. Pour proposer un jeu, un niveau de jeu décent en tout cas. Ok. Quant à Toué, ça tryhard. Bah, J'ai vu. ça tryhard oui et non. En fait, Ça se prépare. en termes de volume de jeu, non. Par contre, effectivement, j'essaye de prendre un petit peu d'infos pour Mm. pas, pour savoir quoi pique et ramener des decks décents. Mais par contre, en termes de volume, voilà, j'ai fait 4 games sur Altered, 2 games sur Lorcana Je t'ai vu jouer à l'aéroport. Hein. et ouais, mais du coup, C'était une des 4 games. Bah ouais, c'est ça le problème. Et j'ai fait 3-4 games sur Star Wars, mais j'ai la chance d'être multi-TCG au quotidien et donc de partir de zéro sur quasiment aucun jeu. On va dire que c'est sur Altered où probablement je pars le plus bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est celui-là auquel je joue le plus. Ouais. Pour avoir vraiment Pour remettre au cette niveau. stratégie d'être moyen sur tous les jeux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu où je vais arriver sans maîtriser mon deck et sans savoir ce que je fais dans les parties. Par contre, il n'y a aucun jeu où je serai peut-être le meilleur des 4 joueurs parce que peut-être que voilà, tu vois, sur Fab, il y a un spécialiste comme Pedro. Peut-être sur Star Wars, je pense que je suis celui qui a le plus d'avantages par rapport à ce que j'ai fait sur le 7-4. Mais voilà. Pedro, Sylvia et Marie. Et Non, Marie avec Pedro. Et Ellie. Et Ellie, ouais, exactement. Et il est, pardon. Donc je connais pas le niveau de Pedro, Sylvia et Ellie, mais je sais en tout cas qu'ils ne jouaient pas à Star Wars avant Ouais. l'annonce du Master, donc forcément ils doivent rattraper le retard, ce qui est tout à fait possible, Ouais. mais ils partent de plus loin en soi. Donc Effectivement. ma C'est stratégie, une moi, première c'est place à briquer. c'est d'être moyen bon sur tous les jeux. Mhm. Et en vrai, j'ai pas besoin de beaucoup de volume pour savoir ce que je vais faire. Le jeu que j'ai le moins préparé, c'est One Piece. Voilà, j'ai pas fait de game de préconstruit, donc ça va falloir y aller. On a fait une ensemble. Va falloir y aller. Oui, mais Elle je est veux dire- filmée. Oui, mais je veux dire, j'ai pas pris les 6 préconstruits Ouais. pour m'entraîner. Comme ça a été le cas, on sait que Pedro, lui, il a les 6 préco, il a fait les Ouais, match-up. Tu vois, il y a des gens qui ont été mettre du volume de jeu là-dedans. Mhm. Là, pour le coup, je pense que c'est là où je pourrais peut-être déchanter un peu, tu vois, vu qu'il n'y a vraiment aucune préparation là-dessus, si ce n'est un avis théorique sur les decks. Et du coup, c'est pas ouf comme prépa. Sur Star Wars, j'ai été jouer notamment là au 7-5 au local à Toulon. Et puis j'ai. Mais c'est Pedro qui joue à One Piece. C'est pas Marie. Je crois que c'est Pedro. Ouais, il me semblait que c'était Marie. Ok. Je dis peut-être des bêtises. C'est Marie qui joue à One Piece? Mais il me semblait, mais peut-être que. Attends, Euh, je peux avoir l'info. Max m'a dit, Pedro, j'ai prêté tous les préconstruits One Piece à Pedro. Ah bah alors, c'est que c'est lui qui joue. Donc je suppose que c'est lui, Ouais. mais je me trompe peut-être. Allez voir le partage. Tu peux vérifier sur Instagram pendant que je raconte ça. Je vais aller voir vite, ouais. Sur Star Wars, j'ai été jouer en boutique, donc j'ai les joueurs de la boutique toulonnais. Vraiment, moi, à Star Wars, je suis l'intermittent du spectacle. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle extension, j'arrive, je joue un mois, je fais le Store Showdown, et après, j'arrête de jouer et je reviens à l'extension d'après. Donc, du coup, je suis arrivé, je me suis pointé, salut les gars, bah,
On rejoue à Star Wars, là j'ai le Master TCG, très sympa, à chaque fois il me donne toutes les insights. Kawa TV aussi qui est sur le chat, me donne un petit peu les insights de méta, quels sont les bons decks à tester et tout. Donc ouais, sur Star Wars je vais arriver relativement préparé je pense. Il est partout celui-ci, hein. Il est où? Toi? Pourquoi? T'es sur tous les fronts, hein. T'as des gens qui t'aident de partout, hein. Il suffit de demander. Ah ouais, c'est vrai. Il suffit de demander. Sur Altered, comme c'était là où je partais le plus loin, j'ai demandé des insights à des bons joueurs, notamment à Tempête de la Neige et à Pava, qui peuvent m'aiguiller un petit peu, me donner vite fait quelles sont les bonnes decklists à jouer et pouvoir trouver une line-up cohérente parce qu'il faut ramener 2 decks à Altered. Et j'ai pu aussi me faire un petit peu coacher par Caleb, qui est un créateur de contenu. Donc voilà, là j'aurai 5, 6, 7 games avec une line-up de decks sympathique pour Altered. Maintenant, il va falloir que j'essaye de les piloter convenablement. C'est bien Pedro sur One Piece. Et donc c'est bien Pedro sur One Piece. Et pour l'Orcana, un peu comme One Piece, c'est ce que j'ai le moins testé parce que j'avoue que j'ai pas fait de volume de jeu sur l'Orcana en dehors des vidéos que j'ai tournées sur Pixelborn. Ouais. J'ai un niveau de jeu qui me paraît être assez correct pour être middle moyen et pas faire perdre trop de points à mon équipe. Donc on verra bien. Je me sens genre préparé mais pas confiant. Ouais. Genre je sais que je vais arriver et que je vais pas faire full merde. Mais peut-être que j'aurais dû faire plus d'heures pour vraiment prétendre à remporter l'événement, quoi. Je me sens préparant mais pas confié, moi. Tu te sens préparant mais pas confié? Ouais. Non, mais tu te sens comment, toi? En vrai, ça dépend des jeux. Flèche, vraiment, j'y vais en détente. C'est pas mal le pick order qui va décider pour moi. Puisque suivant dans quel ordre je pique, je peux essayer de faire un truc avec un bon deck ou pas. Si je suis un peu last pick, vraiment, ce sera bon, bah tant pis. Pour One Piece, je me dis mezzo plus, tu vois, moyen plus, parce que j'aime bien le jeu et j'ai la sensation que quand t'aimes bien quelque chose, bon, pas que j'aime pas Flesh and Blood, hein, mais je joue régulier à One Piece, quoi. Quand t'aimes bien quelque chose, t'as plus envie d'y aller, d'aller chercher la win peut-être. Si c'était en construit, je me serais senti hyper confiant sur One Piece. Ouais. Genre là, vraiment. Ça c'est préco, quoi. Ouais, c'est dommage, ça tombe mal, mais pour le coup, je joue beaucoup à One Piece en construit. Ouais. Donc du coup, j'aurais eu pour une fois un volume de jeu assez conséquent, quoi. Effectivement. Pour Magic, bon, assez confiant, c'est surtout qu'il y a des calibres en face. Donc c'est plus les adversaires qui risquent d'être compliqués, sauf un. Je dis pas lequel. J'ai hâte que Max vous détruise, vraiment. Eh ben je lui souhaite. Je lui souhaite juste un truc, c'est que s'il me détruit, qu'il détruise les autres. Non, il fasse pas le boulot à moitié. Il va te détruire que toi. Et il veut me détruire que moi, ouais. Tout ça parce que je lui ai mis 0, voilà. Et il est pas content. Et c'est normal. C'est violent dans un jeu à variance de mettre 0 à quelqu'un. Il y avait un message envoyé. Oui. Mais c'est pas un message réaliste, c'est un message appuyé, quoi. Il me dit crotte de nez. Tu peux pas mettre 0 dans un jeu où les meilleurs joueurs ont 60% de win rate, tu vois. Ouais, Ah, tu l'as fait. S'il fait partie des meilleurs joueurs, j'aurais pas mis 0. Donc ouais, Magic, en vrai, en fait, c'est du scellé et tu peux ouvrir vraiment un pool caca. Ou même si tu ouvres un bon pool, les autres peuvent ouvrir un pool de fou. Ouais. Et les lapins de Rofelos l'an dernier, ils jouent standard. Donc FF, fort heureusement, c'est un peu plus lissé que d'autres. Mais tu peux quand même ouvrir le pool d'Odemian l'année dernière qui était horrible. Et en manque de bol, ça tombe sur celui qui a moins d'expérience Magic, en plus, l'année dernière. Donc pour le coup, il était vraiment pas bien loti. Donc ça, j'y vais en mode plaisir, quoi. Et dernier jeu, Nexus, pour le coup, il y aura des nouvelles factions que j'ai jamais jouées. Donc je vais essayer, si j'ai le temps, de tester les nouvelles factions, au moins pour savoir comment elles marchent. Mais si j'ai pas le temps avant, parce que j'ai pas accès au jeu, tu vas découvrir je vais découvrir sur place. Donc ça, pour le coup, c'est un peu genre si je peux jouer les trucs que je connais déjà, je me sens bien sur Nexus. Si je dois jouer les trucs que je connais pas, il va falloir que je sois bon. Ouais. Je crois qu'on fait tous en sorte en fait d'avoir le niveau de proposer du bon divertissement, mais qu'on se donne pas les moyens de juste stomper l'événement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et parce qu'on n'a pas on a la création de contenu et surtout énormément. En fait, le mois de juillet, qui est le mois où on pourrait se préparer, c'est le mois où on a tous les castes et les déplacements. Et tout. Donc ça a été, j'ai pas du tout mis les heures que j'aurais voulu mettre dans ce master. Par contre, vraiment c'est une promesse qu'on vous fait pour respecter l'événement. J'arriverai en sachant ce que je fais avec mes decks. Que on va savoir. Je dis pas que si j'avais le temps, j'aurais forcément tryhard, mais j'avoue que si je sais que personne peut trop tryhard, j'aurais cherché à combler mes lacunes, genre j'aurais grave try Flesh and Blood par exemple, mais les autres je les aurais pas plus try que ça pour justement garder un niveau aussi cohérent. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, toi, t'aurais tout besogné. Moi, je trouve ça plus intéressant. Si tu me donnes 20 heures de try par semaine, je les prends, quoi. Si j'arrive et que je suis boss parce que j'ai grave tryhard mais que les gens n'ont pas pu, j'ai pas non plus une grosse satisfaction, tu vois. Parce que moi j'ai eu le temps et eux n'ont pas eu le temps. Si par contre on a tous le temps de tryhard, avec plaisir, tu vois. Je pense que de toute façon, c'est toujours la notion de temps. C'est on a tous le temps, mais on fait d'autres choix, tu vois, en soi. Ouais, mais c'est une émission où on y va pour s'amuser, créer du contenu. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, entre guillemets, si ce n'est la gloire. Moi, ça me va qu'on soit tous sur un tryhard équivalent, peu importe le tryhard qu'il est, tu vois. Bah, en fait, Après, on part pas tous du même de niveau. toute façon, c'est injuste parce qu'il y a des gens qui découvrent tous les TCG. Ouais, c'est sûr. Donc, alors que moi, sur les 4 TCG que j'ai pick, il n'y en a aucun que je découvre. Et j'aurais pu ne faire aucune game sur aucun des 4. Et j'aurais été capable, non pas de maîtriser ce que je fais, ce à quoi j'aspire là pour ce master, mais j'aurais été capable de pousser des cartes et jouer une game. Donc déjà, c'est déjà injuste sur la ligne de départ. Oui, après, ça ne veut pas dire que tu peux pas rattraper le retard, mais ça veut dire qu'il y a forcément des gens. Si Hailey rattrape le retard, ce qui est tout à fait possible et qu'elle nous défonce sur tous les jeux parce qu'elle y a mis 40 heures, bah, elle aura quand même mis 40 heures que nous on n'a pas mis, tu vois. Oui, mais du coup, vaut mieux. Enfin, du coup, pour moi, le tryhard est équivalent parce que si elle a rattrapé le niveau que nous avons, bah, du coup, ça propose un gameplay, oui, bien sûr, une séance de jeu adéquate. Mais je veux dire, du coup, il y a quand même des gens qui vont devoir y mettre plus d'heures que d'autres, quoi. Oui, bien sûr. Mécaniquement. En fait, ce que je voulais dire, c'est d'essayer d'arriver à un niveau qui est similaire. Homogène. Tu vois. Je sais pas si les fans de Flesh and Blood, genre, ils sont contents de voir Pedro ravager tout le monde. Je pense qu'ils sont pas déçus. Hein. Flesh and Blood, c'est un jeu où dans tous les cas tu joues, donc c'est ok. Ouais. Mais tu vois, si par exemple il tryhard à fond et du coup il perd pas un point de vie, il est masterclass. Bon, c'est très dur à Flesh and Blood, mais imaginons. Je sais pas si c'est vraiment intéressant ou si les gens sont plutôt en mode bon, bah Pedro va gagner, maintenant regardons les autres. Moi, je vous le dis, ça arrivera pas. Il y a aucun jeu. C'est plus sympa. Il y a aucun jeu sur lequel il y aura un stomp parce que les TCG, dans tous les cas, ça reste variancé. Tu peux être le meilleur. Plus ou moins, mais tu vas perdre des games, quoi. Effectivement. Donc, je crois pas qu'il y aura de notion de stomp. Voilà pour ce master et on peut passer à la suite du podcast. On a fait un gros segment dessus. Ouais. La France sur le toit de Flesh and Blood, le Pro Tour Singapour. On va vous montrer le top 8. Top 8 exceptionnel avec 3 Français dans le top 8. Quelle grâce. Arthur Treillet qui ne cesse de continuer à performer après avoir remporté le Pro Tour Los Angeles, après avoir top 8 des Calling, remporté des Battle Hard et être champion de France récemment. Eh bien, il se place encore dans le top 8 du Pro Tour Singapour. Il est vraiment genre au-dessus de la mêlée. Mais il y a 2 autres Français qui l'ont rejoint cette fois-ci. Je vais vous dire leur nom. On a également donc Tom Escoffier et je garde Enki Dupaquier pour la fin parce que Enki Dupaquier c'est un créateur de contenu de la chaîne Fiendal Café que j'aime beaucoup, donc GG à Enki. C'est un gars qui a toujours été très fort dans la commu et qui a toujours fait des perfs à droite à gauche, mais là je crois que c'est son premier top 8 de Pro Tour. Il s'est rendu jusqu'à la finale et malheureusement il a échoué. Il a échoué en finale contre un local. Shiryu Wu, effectivement, un local de Singapour en Mirror de Gravy Bones. Mais vraiment très content, tu vois, avec tous les collègues de la team Fiendal Café qui renaient pour lui à fond. Tu vois, c'était assez cool. J'ai regardé sa demi-finale, mais comme le cast était en décalé à cause des horaires à Singapour, en gros, au moment de la demi-finale où je regarde sa game, je me suis fait spoil qu'il avait perdu en finale. Et tu fais spoil comment ? Parce que Gargash m'a envoyé une image sur Discord, mais il ne savait pas que j'étais en train de regarder la demi-finale. Il ne pouvait pas savoir. RIP. Gargash qui m'envoie toutes les informations liées à Flesh and Blood. Merci énormément. Il les envoie trop vite. Mais là, il les a envoyés trop vite, quoi. Mais non, mais impressionnant. En fait, le niveau des Français en ce moment sur la scène compétitive de Flesh and Blood est en train de devenir vraiment délirante. À noter qu'on a un champion du monde dans ce top 8 avec Michael Hamilton. GG à lui, le boss. Et quand même, hein. Et ça fait plaisir de voir des créateurs de contenu qui sont capables de créer du contenu et d'aller envoyer aussi une présence en top 8 et notamment en finale. C'est un jeu qui s'y prête plus, je trouve, Flesh and Blood, de pouvoir faire du contenu et avoir un bon niveau, comme c'est vraiment juste que on tryhard, tu vois. C'est pas un jeu où tu t'éparpilles avec moult formats, etc. Il y a pas plein de formats, mais il faut connaître tous les héros, quoi, quand tu fais du contenu. Oui. Mais du coup... Non, mais c'est pas que c'est plus facile, mais ça s'y prête plus. En fait, tu fais du contenu tourné vers l'ultra compétitif dans Flesh and Blood. Tu fais pas des decks fun, genre, oh regardez,
J'essaye de faire tous les dragons du jeu avec mon deck. Ça peut, mais c'est moins le cas, ouais. Donc, je pense que c'est aussi, en tout cas pour les créateurs de contenu compétitif Magic et lié à leur performance, je pense que c'est tout aussi dur de tenir les deux, pour le coup. Ouais, ça dépend le temps aussi que ça te prend, forcément. Mais... C'est ça. Par contre, maintenant, pour revenir rapidement sur le méta, 4 Gravy Bones dans le top 8, c'est, je crois, le deck qui était le plus représenté sur la ligne de départ, et il y en a deux en finale. C'était Arachni. Ah oui, c'était Arachni Sleepy, parce que... C'est loin, d'ailleurs, je crois. Parce que Arachni, c'est un bon deck à la fois pour taper Syndra, qui est le counter à Gravy Bones, et à la fois un bon deck pour taper Gravy Bones. Donc effectivement, c'était Arachni qui était assez attendu, qui est le deck sur lequel Lancelot allait partir là, pour la suite du metagame. Mais bon, voilà, beaucoup de Gravy Bones à la fin. Les gens s'attendent peut-être à un rééquilibrage, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, il performe quand même très très bien. Peut-être ceci. Ouais, peut-être Golden Tipple, qui est une carte qui est présente en 9 exemplaires dans le deck, donc qui lui donne énormément de consistance. Tu as les 3 rouges, les 3 jaunes et les 3 bleus. Ouais. Tu peux cutter dans la jaune pour éviter les synergies de mettre des cartes jaunes dans ton cimetière, ce qui fonctionne avec le deck Gravy Bones. Ou alors tu peux cutter la bleue pour cutter une carte bleue avec de la ressource. Je suis à peu près sûr qu'ils cotteront pas la rouge. Ça, après à voir, ça c'est ce que j'ai entendu passer à droite à gauche. Ouais. Les experts de Flesh and Blood, vous avez peut-être un autre avis sur comment toucher un peu Gravy Bones pour éviter qu'il rush trop de points et surtout pour qu'il polarise trop la méta autour de lui, parce que quand un deck comme Gravy Bones qui pond des alliés et donc du coup des permanents qui restent sur le board existe trop dans ton méta, ça invalide des stratégies comme Gardien par exemple. C'est pas ce que fait le jeu normalement. De plus en plus, on a des héros qui font ça, mais ça donne des match-ups très polarisés. Ouais. Et comme on a un set gardien qui arrive, ça serait bien quand même que Gravy soit un peu moins méchant. Le Gold Token, c'est une ressource, c'est ça? Ça te donne une ressource, tu peux payer 2 pour piocher une carte, mais Gravy Bones lui utilise ses Gold Tokens pour faire des draw discard, mettre des alliés au cimetière. C'est hyper fort de créer des Gold Tokens. Tu t'en sers autrement? Ouais, okay. Tu t'en sers autrement. Ça te donne une ressource que tu peux utiliser, mais souvent tu t'en sers autrement. Ok, d'accord. Et je pense que de passer de 9 exemplaires à Golden Tipple à 6 exemplaires, et notamment en cutant dans la jaune ou la bleue, ça peut être en tout cas, quand j'ai entendu cette proposition, ça me paraissait être sensé. Ouais. Et donc, toucher un petit peu Gravy, là, histoire qu'il recule un peu, ça me paraît pas trop mal, mais sans le tuer non plus, quoi. Et pour finir rapidement sur Flesh and Blood, il y a une keynote, donc c'est les développeurs ou James White, je ne sais pas, qui répond à des questions en direct et qui annonce les futurs projets du jeu. Présentation, ouais. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je laisse les experts de Flesh and Blood décrypter cette keynote-là. Par contre, je veux juste mettre l'accent sur Silver Edge, qui est donc une annonce en 2026. On va vraiment mettre l'accent sur le projet Project Blue, qui est ce fameux projet qui avait été testé en Nouvelle-Zélande, qui vous permet... Qui avait très bien marché d'ailleurs. Qui avait hyper bien marché. Et puis du coup, là, on voit qu'en fait, ça a tellement bien marché que ça y est, ils vont le pousser. Ils vont le pousser de manière officielle. Ça va devenir un nouveau format d'entrée équilibré et pas cher pour que les gens découvrent Flesh and Blood. Vous pouvez jouer des communes et des rares, pas de majestic, pas de légendaire, donc pas de barrière à l'entrée. Et surtout avec une banlist hyper large qui permet de revenir, entre guillemets, aux sources, ou en tout cas aux prémices de ce que voulait être Flesh and Blood. Ouais. Donc, hyper bon retour. On revient au jeu de base, on va dire, mais avec plein de héros. Ils ont fait le test, ça a été concluant, et là maintenant ils vont le pousser à fond. Donc pour tous ceux qui voudraient se mettre à Flesh and Blood, le Project Blue c'est pour vous, je pense. En gros, c'est un espèce, pour ceux qui jouent à Magic, de popper, mais ça existe déjà. Ça s'appelle le Commoner. Ouais. Mais comme si on avait le popper avec des zones co. Donc pas le Peasant, parce que c'est limité dans Magic. Et qui pourrait peut-être, alors c'est pas dit, mais prendre la place du Commoner, parce que justement, le prix d'entrée, c'est le même. Les rares, ça vaut le même prix que les cartes jouées déjà. Quasiment, ouais. À peu de choses près, mais sauf disons que c'est quand même vachement plus fun que du Commoner. À l'échelle d'un deck, voilà. Sauf que le metagame proposé comparé au Commoner est beaucoup plus large. Tu peux beaucoup plus faire ce que tu veux, entre guillemets. Il y a beaucoup de rares qui sont déterminantes dans certains... En fait, il y a des héros que tu peux pas jouer en Commoner parce que c'est les rares qui structurent le deck, quoi. Donc ça fait plaisir qu'un truc comme ça soit poussé. Et justement, moi, je m'intéressais un peu à Fab en disant, j'aimerais bien revenir sur le jeu, mais le prix que ça coûte, c'est vraiment indécent. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est vraiment trop. En tout cas, le billet pour revenir dans le jeu, c'est pour n'importe quel deck qui, en plus, a une date de péremption d'1 an, 1 an et demi en général, c'est un peu trop. Du coup, je m'intéressais au Commoner. Lancelot m'avait présenté, mais le Commoner, je trouvais ça un petit peu... si tu joues pas ces deux decks-là, tu sais que tu es en dessous. Donc tu peux quand même les jouer. Plus limité, ouais. Mais de savoir que mon deck est entre guillemets vraiment en dessous parce que c'est pas les deux decks tier 1, c'est un peu dommage. Et là, du coup, le projet Blue, il comble parfaitement mes attentes de je veux jouer un peu au vrai Flesh and Blood, mais je n'ai pas les moyens. Et du coup, peut-être que c'est une bonne solution. Donc on va attendre Silver Age pour avoir plus d'informations et du support. C'était vraiment le truc que j'avais envie de sortir de la keynote. C'est Project Blue, on a testé, c'est validé. Maintenant, vous inquiétez pas, on pousse. Et poussez, on est là. Poussez donc, on arrive.
Allez, segment la belle carte, Oui. c'est parti. Tiens. Montre-nous la jolie carte que tu nous as ramenée. Elle est où? Elle est ici. Toi, je peux t'enlever la sleeve, tiens. Ce sera plus sympa. La voici. C'est un petit cadeau. Un petit cadeau. Je remercie le viewer. Je ne sais pas si je peux le citer. Mais bon, je peux dire au moins son prénom. Ouais. Il s'appelle Valentin, c'est facile à se rappeler. Qui m'a offert ce petit NL version alternative du coup de EB02. Qui est la carte qui permet à NL de revenir sur le. Alors, pas sur le devant de la scène, ça reste un deck quand même tier 2, 2.5, je pense, même s'il fait des bons win rates par-ci par-là. Mais c'est un deck que j'adore, c'est le premier deck que j'ai monté de One Piece. Et d'avoir cette carte si stylée et puissante, Elle est belle. Ça me régale. Il y a un traitement de texture qui est fait derrière la carte. Le personnage est un peu décollé, un peu style vernis, comme on voit dans l'Orcana. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a aussi une texture différente sur les tambours de tonnerre tout autour des nails. Vraiment du très très bel ouvrage, ce skin-là. Et juste après l'avoir reçu, j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend d'en ouvrir un deuxième. Du coup, je suis pas loin du playset. C'est vrai. Donc j'ai eu une bénédiction et une malédiction à la fois. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher les 4 pareils? Est-ce que tu playset ou pas? On ne sait pas, on réfléchit. En tout cas, on n'est pas loin de cliquer. Pourquoi pas, vu que c'est un peu ton pet deck, le deck que t'aimes bien, même quand Ouais. c'est pas trop méta, tu kiffes. Comme il passe la rotation, ouais. je me dis peut-être que je me fais plaisir, quoi. Ça s'entend tout à fait. Je vais vous présenter ma petite carte rapidement. Dis donc. C'est vrai que très souvent sur la chaîne, je vous présente des cartes de TCG ou alors des cartes vintage, mais il y a une autre collection que ceux qui regardent la chaîne connaissent, mais ceux qui n'écoutent que le podcast ne connaissent probablement pas. J'aime beaucoup les cartes Pokémon. Je fais partie de cette génération pardon, qui a découvert les Pokémon à leur sortie dans les cours de récréation dans les années 90. Et c'est vrai qu'avec le réengouement de Pokémon qui est arrivé donc depuis 2019 et la période post-Covid, je suis un peu retombé dedans dans la collection. J'ai pas mal de très belles cartes, notamment alternatives des sets récents, mais aussi de très belles cartes vintage, notamment japonaises. Et je voulais vous ramener une de mes préférées, le fameux Mew Korokoro, qui a été gradé ici là, par CCC. C'est une carte qui est vraiment très très belle. Je vous laisse regarder. Donc c'est un Mew Shiny, donc qui est bleu au lieu d'être rose, avec un Galaxy Foil hyper prépondérant. Et la particularité de la carte, c'est qu'elle est holo bleed, c'est-à-dire que la patine holo, l'espèce de petite brillance en pointillé qui est appliquée à la base sur l'illustration est aussi appliquée sur la frame. Donc ça, c'était une carte qui était promotionnelle au Japon, qui était distribuée avec un magazine, le magazine Korokoro. Et ça fait partie un peu des grâles de collectionneurs maintenant. Tout le monde recherche son petit Mew Korokoro. Ça a été énormément distribué, donc c'est pas hyper cher à acheter. Mais disons que quand tu es fan de Pokémon Vintage, tu passes par la case de trouver ton Mew Korokoro. Et l'exercice, c'est d'en trouver un qui est relativement en bon état. Ouais. Donc celui-là est 8, pour le petit feuille. Ce qui est très sympa. Je sais pas si c'est ma carte préférée de Pokémon, j'ai pas trop hiérarchisé ça, mais c'est clairement dans le top 3, quoi. C'est vrai que c'est dur à voir le holo. Je voyais sur le retour, ça se voyait pas, le holo sur la carte. Le holo bleed, c'est à cause de la... En vrai, à la lumière, tu le vois énormément. Si jamais on le voit pas, je vais le montrer. En tout cas, moi, je le voyais pas trop de loin, mais peut-être que les gens ont vu. Je vais vous le montrer, vous allez voir. Effectivement, avec le plastique. Avec le plastique. Pour le coup, c'est pas discret, hein. Tu le vois vraiment, vraiment très bien normalement à la lumière. Ouais, on le voit bien là. Il faut trouver l'angle, quoi. En fait, toute la carte est Galaxy Foil. C'est magnifique. C'est fort beau. En termes de brillance, c'est une folie furieuse cette carte. Donc voilà, je voulais vous introduire aussi à la collection Pokémon. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma collection Pokémon qui est sortie sur la chaîne Multi-TCG. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça s'appelle Pourquoi j'ai arrêté ? Allez y faire un tour. Et effectivement, pourquoi j'ai arrêté, je peux embrayer là-dessus. Eh ben parce que déjà j'ai récupéré ce que je voulais, notamment en vintage. Et puis maintenant, les seules autres cartes qui me font un peu kiffer sont des cartes qui sont trop chères et trop onéreuses. Pokémon, ça a quand même pris des proportions qui sont intenables pour les gens qui ont entre guillemets un salaire normal, quoi. Et donc je ne veux pas transiger sur tous les autres TCG pour acheter des cartes Pokémon. Et récemment, je trouve que tout ce qui développe en termes de nouvelles extensions est quand même un peu moins cool pour le nostalgique que je suis par rapport au bloc épée et bouclier. Et donc voilà, je voulais expliquer aux gens pourquoi j'ai quasiment toutes les alternatives un peu cool des trois premières générations sur le bloc épée et bouclier. Mais j'avoue que j'ai pas récupéré celle d'Écarlate et Violet parce que ça me parle un peu moins. Cela dit, là, le petit Mewtwo là, qui est sorti dans Team Rocket me plaît bien. Le Sulfura aussi énormément. Par contre, la team, le Noctali avec la couronne en cristal, là, je comprends pas l'engouement, la team.
Bah, c'est les. Ah, mais nouvelle génération, quoi. les évolutions, je comprends, mais Mhm. ça, c'est même pas de la nouvelle génération, c'est juste ton Pokémon, il est en cristal. Et il a une couronne. Bah, si, c'est la nouvelle génération. Oui, bien sûr, mais c'est des Pokémon de la seconde génération. C'est juste qu'ils ont une évolution Terra Cristal. Oui, non, mais je veux dire, cette forme-là est nouvelle, quoi. Oui, oui, Et bien du coup, sûr. bah, ceux qui découvrent ça, ça leur parlera peut-être plus tard ou maintenant. Bah, la plupart des gens là Toi qui qui. découvres pas, entre guillemets, bon, bah. En fait, ça surfe quand même sur la popularité des évolutions et la nostalgie que les gens ont avec. Et la Oui. plupart des gens Bah qui oui, il se y a tous payent les skins possibles, du coup. un Octali à 600 balles, ça reste des gens qui font partie un petit peu de ce truc de on veut les Pokémon vintage, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Mhm. C'est juste que l'attrait un peu Terra Crystal qu'il y a pu avoir autour du Dracofeu et du Noctali, ben, j'avoue que je monte pas dans le train. Ouais. Je monte pas dans le train, je trouve pas ça hyper beau et je comprends pas trop l'engouement et les prix sur ces cartes-là. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, un peu le pourquoi du comment. Mhm. Je suis plus trop dans la collecte Pokémon, mais je conserve mes cartes, ma collection initiale avec grand plaisir, quoi. Et oui. Je kiffe ça. En fait, c'est plutôt que tu arrêtes d'en acheter, mais t'as pas arrêté la collection. Enfin, t'as toujours Ouais, c'est une ça. collection Pokémon, quoi. J'arrête de T'arrêtes d'en récupérer acheter. les nouvelles cartes qui sortent. Peut-être au Yep. Japon, je me ferai un petit kiff sur le Sulfura ou quoi, mais ou le OO, il y a quand même deux trois alternatives un peu sympas. Ouais. Parlons d'OP13. Alors, Yep, OP12 n'est pas sorti. Ah, peut-être au Japon? ça devrait pas tarder. Ça n'a pas tardé au Japon, alors. Si c'est pas sorti, ça va Ouais. pas tarder. Dans tous les cas, on a toutes les annonces, on connaît quasiment toutes les cartes pour OP12. Ah bon, on connaît Donc, tout depuis un ouais, ouais. moment même. Donc Ouais. du coup, ils se sont permis de commencer à nous révéler des choses pour OP13. Eh Pourquoi oui. OP13? Parce que c'est le set des 3 ans. C'est le set qui avait été teasé notamment pendant les World Championships. On nous avait dit que ce set se concentrerait sur les 3 frères, donc Mhm. Luffy, Légitimus, Sabo Bourdon et et Campan. notre ami Portgas the Ace. Et donc forcément, il y avait énormément d'envie de la part des joueurs de voir un petit peu ce set numéro 13. Et on savait aussi qu'enfin, on aurait un leader Gold Roger. Eh oui. Et donc, on a les 5 leaders qui ont été révélés. On veut vous les montrer parce qu'ils Du sont coup, quand même on a incroyables. tous les leaders d'un coup avec ça. Oui, avec Bonnie également. Ouais, Bonnie qui est donc Qui n'a la pas été révélé. cinquième leader dont on ne savait pas qu'elle serait Enfin, pas été présente. teasé, pardon. La carte est vraiment très réussie, magnifique. C'est un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui synergisent avec Bonnie en vert. Et là, ils ont fait un leader mono jaune. Ouais, bah, qui utilise une mécanique de jaune qui permet, je peux vous dire, parce que je me rappelle, quand vous jouez une carte avec un effet trigger, enfin, quand vous jouez une carte et qu'en bas il y a écrit trigger, pas quand vous Ouais. déclenchez un trigger, vous pouvez donner plus de 1000, je sais plus si c'est plus de donnes ou plus de 1000 à un personnage ou un leader. Ok. Je crois que c'est 2 donnes ouais, que tu as utilisé. Ok. En tout cas, C'est de la bonne value. la carte est très belle. L'idée, c'est pas de vous dire ce que fait chaque leader parce que globalement, on reviendra sur le set quand il sera Oui. prêt à sortir et on fera un segment dédié dans le podcast. Par contre, on voulait quand même mentionner le leader Gold Roger Oui, parce que je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais il a 7000 de patates. C'est une c'est quelque carte chose, hein. bicolore et il a 5 points de vie. Alors, Ouais. déjà, des cartes bicolores à 5 points de vie, perso, j'en avais pas connaissance. Rouge-violet, il y en avait déjà des cartes? Oui, on a un Luffy rouge-violet qui a 3 points de vie. Mais je veux dire, Ok. historiquement, les cartes bicolores, bah, il y a eu Red Purple Low qui a été banni aussi. Donc, Oui, qui a oui, sa version, il y avait Red qui a Purple, mais sa comme version reskin. Ah oui, il a un reskin aussi. Ouais, c'est vrai que j'avais juste oublié. Mais du coup, ouais, des cartes bicolores, historiquement, ont plutôt 4 points de vie et non pas 5 points de vie. Là, celle-là, elle a 5 points de vie et 7000 de patates au lieu d'avoir 5000 comme la plupart des leaders. Oui, mais Donc il y a un twist. la carte paraît pas mal push. Par Rassurez-vous. contre, son texte, c'est si vous avez un don sur votre champ de bataille, vous Mm. pouvez vous devez donner un don à votre leader. Donc en gros, ça rajoute plus 1000 de puissance à votre leader, donc il serait à 8000 théoriquement. Par contre, ça vous oblige à utiliser un don pour ça, parce que c'est au moment de la phase de don. Vous ne pouvez pas l'utiliser avant, sauf s'il y Ouais. avait un effet qui permettrait d'être joué à la phase de don, mais je ne crois pas que ce soit le cas pour l'instant dans One Piece. En fait, si tu as des dons, un don qui devrait t'ajouter, à la place, tu le mets direct à Roger. Ouais, c'est ça. Il vient direct de ton deck de don sur Roger. Sur Roger. Donc en fait, ça te contraint d'un don tous les tours. Mm. Par contre, quand tu as 9 dons ou moins sur ton champ de bataille, tant que tu n'as pas 9 dons ou moins sur ton champ de bataille, eh bien Roger a moins 2000 de puissance. Ouais. Donc en fait, tant que tu n'as pas tous tes dons, donc tes 10 dons plus celui entre guillemets qui va aller sur Roger automatiquement, Mhm. eh bien le leader ne pourra pas taper à 7000. Par contre, quand il est actif, bah, c'est un leader à 8000 avec 5 PV. Attends, il y a un problème sur la trad, je crois, parce que du coup, tu ne peux pas avoir 10 dons. Bah t'en as 9 du coup. Ouais, mais tant que tu as 9 ou moins, il a moins 2000. Donc ça veut dire qu'il a tout le temps moins 2000. Bah en gros, ouais, c'est un problème sur la trad. En gros, l'idée c'est que quand tu as tes 10 dons, dont celui qui est attaché, Mhm. il est à 8000. Ok.
Voilà. C'est comme ça que le deck fonctionne. Donc, évidemment, il y a Ah du oui, ça prend en compte celui où il est attaché, pour les 10. Ouais. D'accord. Donc, évidemment, c'est un deck violet, donc on va ramper. Ouais. L'avantage, c'est qu'il n'a pas 3 points de vie comme Purple le file, on a 5. Donc, tu vas avoir le temps de Donc, ramper. c'est énorme. Et en plus, derrière ça, tu as un énorme tapeur à 8000. Ça Mm. me paraît broken, déjà. Ouais. Genre là, je pense que OP13, c'est le power creep. Et J'avoue que c'est déconné. Hein. ce qui m'incite à penser qu'ils vont dans le power creep, c'est que c'est pas le seul leader bicolore à avoir 5 PV. Ace et Sabot ont aussi 5 PV en étant des leaders bicolores. Ace, je vois 3 là. 3 life. Ah, il a que 3 ? Ouais. Ok, pardon, c'est 3, Sabot qui a 5 4 PV. Luffy et Sabot 5 par Ouais. contre. Rouge-noir, je me rappelle plus de l'effet de Sabot, ça m'avait pas marqué. Mais les couleurs, ça me parle. Hein. Ça m'étonne pas que Ace il ait que 3 PV Stray Flavor. Forcément. Eh ouais. Mais ouais, intéressant. Par contre, il y a du gros support apparemment qui a été déjà révélé pour Ace. Ce qui fait que ça serait On a aussi toutes les SR qui vont avec le deck. Ouais, un très bon deck à en devenir quoi. Pour le Ace à 3 PV ? Ouais. Ok. Mais c'est bizarre d'avoir... Ah non, ok, il est comme Purple Luffy en fait. C'est un 6000 à 3 PV, Ouais. Ace. Donc à notifier. Par contre, Sabot et Gold Roger 5 PV à 5000, tu vois, c'est même pas comme s'il avait un défaut Roger, c'est juste qu'il est blanc jusqu'à devenir hyper fort. Ouais, il a entre guillemets aucune capa. Il a même un truc qui te gêne, c'est-à-dire qu'il te pique un don. Donc tu fais que plus un don par tour. Ouais, mais dans la structure des games que tu as à One Piece, c'est hyper récurrent de mettre un petit don et taper avec ton leader. Ouais. Donc si jamais tu orientes le deck build autour de ça, oui. tu peux faire en sorte que ça soit juste... Ah mais ce sera pas du tout un problème entre guillemets. C'est mais ça. Effectivement tu vas curver un peu bizarrement comparé aux autres decks. Ouais. Donc et tu ne peux pas jouer de drop 10 par contre. Et vu que là ils ont fait pas mal de drop 10 notamment rouge qui était très intéressant. Par contre ils ont intelligemment fait des drop 9 violets qui étaient intéressants. Tu pourras jouer des drop 10 parce que au moment où tu auras plus de don à ajouter de ton deck, tu auras plus de don à mettre à ton Roger. Ah ben moi j'ai vu des gens qui parlaient de ce Roger, ils disaient que c'est pas possible de jouer drop 10 avec. Mais donc j'ai peut-être pas compris ce qu'ils ont dit. Si le texte c'est tu prends ton don et tu le mets sur Roger quand il vient du deck de don, après derrière ton don tu le récupères quand tu es à 10 don. Parce qu'en plus je crois que la super rare de Roger est un drop 10. Ah bah alors non, c'est que c'est bon. Ah non, c'est que tous les effets enlevés des dons font que tu peux pas jouer tes drop 10 à cause du leader. Ouais, du coup, dès que tu vas retirer des dons, tu vas toujours devoir attendre un tour supplémentaire. Voilà, tu dois les décaler. Exactement. Ça doit être ça le problème. Mais encore heureux que ça décale parce que même le drop 10 de Roger, il est assez vénère. En tout cas, on sent que c'est une extension qui a envie de crever le plafond du power creep le plafond est bien crevé. Et proposer des choses hyper puissantes. Je suis hyper curieux, j'ai extrêmement hâte. Je pense qu'on va survoler OP12 pour se projeter sur OP13. Joli shift de méta, parce qu'effectivement c'est déjà dispo au Japon. Je me demandais, mais j'ai vu les résultats de tournoi, donc oui, je le savais. Et notamment, on a Zoro mono vert et Rayleigh mono rouge qui prend la place de Shanks. Okay. Prend la place. C'est pas le même deck, mais ça prend la place du deck rouge, qui est plus dans l'orientation bagarre. Tout comme on l'a eu, nous, en Europe, hors Asie, on va dire. La méta qui est devenue beaucoup plus aggro. Et avec OP12 ça a été le cas parce qu'OP11 et OP2 il n'y a pas eu trop le shift aggro au Japon, moins en tout cas que nous, mais en même temps ils ont eu Baggy aussi plus tard, enfin le support même des autres decks plus tard, donc ce qui explique peut-être ça. Ce qui fait que là on est sur de la bagarre. Zoro mono vert c'est un peu aggro midrange, ça tape plusieurs fois, ce que j'ai compris, et comment ça s'appelle, et Rayleigh par contre c'est aggro dynamique. Le deck a l'air assez stylé. Je ne sais pas comment il se joue exactement, mais en tout cas, j'ai vu les cartes qu'il compose. C'est plutôt des drops 4-5 bagarres, 4-5-6. Et ça, c'est les deux decks identifiés comme tier 1. En tout cas, qui reviennent le plus souvent dans les tournois. Ça joue plus Blurple. Il y a toujours plein d'autres decks, mais c'était les deux decks les plus importants. Et en même temps, c'est sorti en même temps que les starters. Donc, ils n'ont eu pas non plus la même méta que nous. Nous, on a eu plus de temps avec les starters. ST23, ST28. Donc peut-être qu'on aura une méta différente. Mais c'est ce qui s'est profilé au Japon. Ok, intéressant. Ça marche. Écoutez, on va passer maintenant au dernier petit point sur Star Wars 7.5. Pas besoin d'insert. L'idée, c'est plutôt de vous partager mes premières expériences sur le construit. Je vous avais dit la dernière fois que je vais pouvoir tester le set pour
pour vous faire part un petit peu de ce que j'aime bien. J'adore jouer à Star Wars quand le set sort, j'adore tester les nouveaux decks, les nouvelles mécaniques. Et là, pour le coup, en plus, c'est la période un peu la plus importante de Star Wars parce qu'il y a le Galactic Championship, qui est l'équivalent des championnats du monde à Las Vegas fin juillet. Donc tout le monde cherche quels sont les meilleurs decks de Star Wars. La méta est évidemment hyper variée, tu peux jouer énormément de choses, que ce soit des stratégies très offensives, base terrestre comme Sabine, des stratégies très offensives, base pilote comme Vador. Là, avec le 7.5, on a les stratégies force qui sont arrivées, donc des unités force qui vont créer des tokens force pour déclencher des effets avec la force. Et là, pour le coup, on a pléthore de possibilités qui sont très bonnes. On peut jouer héroïsme ou vilainie. Avec Mère Talzin ou Anne 2 pour ceux qui connaissent un petit peu. Mère Talzin qu'on vous a présenté la dernière fois dans le podcast. Tu peux utiliser la force pour mettre des marqueurs -1. C'est pas facile de savoir quoi jouer dans ce metagame parce que tout a l'air vraiment très bien. Il y a aussi des decks Kylo Ren qui sont des espèces de decks où tu vas mettre beaucoup d'améliorations dans ton cimetière, recycler ton deck et quand ton héros sort, tu mets toutes tes améliorations sur Kylo Ren. Trop stylé comme gameplay. Ah, ça me rappelle certains decks Magic de... Tu mets toutes les auras d'un coup, Naya Rune, un peu. Ou Naya Rune, ouais. Naya Rune. En plus, ça te permet de jouer la base ECL et donc de profiter de la nouvelle légendaire Vador. Donc, ouais, pas mal de choses intéressantes. Moi, j'ai pu tester les decks Force pour l'instant. C'est un peu mes premières recherches pour notamment savoir quoi ramener au Master TCG. Je dois trouver 2 decks Star Wars à ramener. Et les decks Force, c'était hyper tout ce que j'aime. Midrange, dynamique. Alors, quel deck Force je vais jouer? Ça, il y a 3-4 possibilités. Elles sont toutes bonnes. Ça peut être Quinlan. Force, ça peut être Anne 2 en bleu ou Anne 2 en vert. Il y a eu beaucoup de performances du bleu il y a une semaine et là maintenant c'est le vert qui performe à fond. Donc bon, j'aurai quand même jeudi prochain pour aller au local et tester tout ça avant de me faire un avis définitif. Ouais, c'est demain, exactement. Hier pour vous. Mais la mécanique de j'ai une unité force, j'attaque, je crée un token force et ça me permettra de déclencher des capacités de mes prochaines cartes est vraiment trop bonne. Parce que ça récompense ton adversaire à vouloir tuer tes unités pour que tu ne crées jamais la force. Et si tu crées jamais la force, tu te retrouves à devoir piloter des games sans avoir, entre guillemets, le bonus de tes cartes. Et ça donne des dynamiques qui sont hyper cool. Tu vas jouer des games qui sont longues, mais toujours dynamiques, où tu vas prendre beaucoup de trades. Moi, dans le 7-4, j'avais tendance à faire souvent la course. Là on bat le board, quoi. C'est pas mal, hein. On bat le board, on joue des cartes puissantes. Aussi éclatée. Elle est tellement ouverte, large. Elle est tellement ouverte, on sait vraiment pas ce qui va remporter le Galactique et c'est une période de Star Wars. Le meilleur joueur. Si vous avez jamais joué à Star Wars Unlimited, franchement c'est une période qui est folle. Le gameplay est bon, la plupart des héros sont des héros cool et en plus on est dans une effervescence de par les attentes du championnat galactique. Franchement tester Star Wars c'est génial. À chaque fois que je reviens, je me dis putain, mais en fait, ce jeu est trop bien. Forcément, il faut que je joue à d'autres jeux, donc à chaque fois, je suis intermittent. Mais à chaque fois que je reviens sur Star Wars, c'est un plaisir. À combien chiffrerais-tu un deck Star Wars en moyenne? Entre 200 et 300 euros. Ça fait partie des TCG qui sont pas hyper chers. Ouais, c'est abordable. Ouais. C'est ça, le jeu, j'entends souvent parler avec toi notamment et autres. Et je me dis, putain, j'ai pas pris le train au début. Et là, j'ai l'impression que vaut mieux attendre une rotation pour s'y mettre. Par rapport à ce qu'il faut rattraper, qui sera plus bon, parce que c'est dans quelques mois la rotation. Ouais, alors ils ont annoncé, je crois que on est au 7-6 là. Ouais. Je crois que le prochain 7 c'est le 6. C'est au 7-9 je crois. Ah non, c'est quand même dans longtemps du coup, c'est dans un an. Ouais, je crois. Je crois que c'est en moins de temps que ça. À préciser, vous me dites sur le chat. La plupart des packs sont sous les 200 balles, nous dit Kawa. Oui. Qui va participer d'ailleurs. Au championnat du monde, au Galactique. Oui, là moi je prenais les packs force. 7-7 la rotation, voilà. Ah, c'est 7-7, donc c'est dans 2 sets, pardon, ok, je croyais 7-9. Oui, et du coup tu auras le 7, 4, 5, 6, 7 légal. C'est ça. Après tu auras 8, 9 au 10. Il y a les 3 premiers sans je crois. Ok. Ouais. Oui, c'est rotation par 3, par bloc de 3, à chaque fois par un bloc annuel en fait. Et ça tombe en mars, ok. Et ouais, c'est une période qui est hyper cool. En plus, comme il y a des nouveaux leaders ou en tout cas des nouvelles cartes qui sont fortes, ça veut dire que si tu te mets sur ces bases de deck là, oui, certes, tu vas quand même perdre des cartes dans la rotation, mais en tout cas, ta stratégie, elle devrait pouvoir continuer à survivre. Tu vois, genre, si tu joues un deck force, ça m'étonnerait que ça devienne d'un coup plus jouable, tu vois, de générer la force et de trigger. Je veux dire, tu as une 4-4 pour 4, si tu as la force, elle draw 2. C'est flat fort, quoi. Donc, tu peux juste continuer à jouer, même si on t'enlève d'autres cartes de l'archétype, juste parce que ces cartes sont cool. Donc vraiment très sympa. Et Kawa nous dit la plupart des decks sont sous les 200 balles.
Ça dépend ce que tu joues. Si tu joues là les decks force avec les légendaires et compagnie, si tu peux pas ça. C'est un peu au-dessus, mais oui, tu peux trouver largement des decks à 100 balles. Si tu joues Vador pilote, je pense que t'en as pour pas grand-chose, quoi. Ok. Et c'est un deck tiers Ouais, bah c'est l'aggro qui fait peur à tout le monde. Trop bien. En gros, tu fais des batailles. 100 balles, vous dites? tu fais des batailles de force ou des batailles de mid-range un peu dynamiques. Et si tu respectes pas trop Vador, lui, il arrive, plein de tokens, il te bourre en espace, et t'es là en mode. Ah, tu fais des bêtes tokens? Ouais, tu fais des tailles, des chasseurs tailles, tu crées plein de petites tailles. C'est extraordinaire. Vador, quoi. Ah, mais attends, par contre, la prochaine fois vous faites ça, vous me passez un coup de fil. Comme ça, moi, je me renseigne. Tu joues que des vaisseaux, et donc si ton oppo il abandonne l'espace, il fait ce qu'il veut, il met ses bazars, il pioche des cartes à droite. Je suis sur la planète. Amuse-toi bien. T'inquiète. Moi, je te défonce à gauche, quoi. Ah, ouais. Donc non, Vador, c'est un peu le... Tu sais, c'est le mono-red du format. Oui. En mode, c'est pas le meilleur deck, mais tu le prends pas en compte, il va t'éclater. Quand tu le prends dans le groin, c'est finito, quoi. Exactement. Ok, on me dit Sabine, Vador et Queenland, c'est vraiment pas cher. Je suppose que c'est aggro aussi Queenland, parce que je sais que Sabine et Vador... Queenland, c'est plus tempo. Ok, c'est vrai que tempo, si je compare à Magic, c'est souvent des effets un peu basiques qui coûtent pas cher, donc pas sur des légendaires. Ouais, bah c'est surtout qu'en fait, à la différence des decks force qui jouent les dernières légendaires du set, donc qui sont celles qui vont coter un peu, tu vois, un Anakin c'est 20-25 €, donc il t'en faut 3, 75 €. Ouais. C'est pas hyper cher, mais tu as besoin de les avoir. Oui, c'est quand même une somme. Dans Queenland, tu joues pas de légendaire du dernier set. Forcément. Donc c'est moins cher. Gargash qui dit pour 210 € sur Fab, tu as 3 CNC, Command & Conquer. Effectivement, c'est pas le même jeu. On n'est pas sur le même. C'est pas le même jeu. Et là, les Fabistes te diront oui, mais mes 3 CNC, je les joue partout. Je te dis oui, mais il te manque 77 cartes dans ton deck. Je pense, attention, que mes 3 Anakin, je risque de les jouer partout et longtemps. La capacité d'Anakin, hyper simple. C'est 7-4 ou 5 7-5. C'est une 5-7 pour 6. Donc les stats sont très bonnes. Généralement, quand tu as plus d'endurance que d'attaque, t'es bien. J'ai vu, elle est très bien. Et quand tu la joues, si jamais tu as une carte héroïsme dans ton deck, c'est -3/-3 une unité. Si tu as une carte infamie dans ton cimetière, c'est -3/-3 une unité. Donc tu peux mettre -3/-3 sur 2 unités et faire du 2 pour 1, enfin vraiment du 3 pour 1 même, parce que toi tu as un body. Ou alors tu peux faire -6/-6 à une énorme unité. Mais ça te demande au deck building d'avoir des cartes, si tu joues un héroïsme, d'avoir des cartes vilainie et l'inverse, ce qui fait que tes cartes seront plus chères. Ouais. Mais il y a des cartes qui valent le coup d'être splashées juste pour ça, quoi. Parce que quand tu développes ce Anakin, ce que tu fais sur le board comme impact, c'est... t'as 5-7 qui fait 2 anti-bêtes, c'est énorme. T'as 5-7 qui remove 2 TIE Fighters, c'est incroyable. Parce que quand t'as 0, c'est ciao. T'es mort, ouais. C'est comme un Magic. Ça outrepasse même les shields et les protections. Donc c'est vraiment trop bien. Donc ce Anakin, tu mets 25 balles dedans, je vais pas le jeter au 7-6, quoi. Pour le prix que ça coûte, c'est pas cher pour une carte qui fait ça. Ça me fait penser exactement à Riley. Riley dans One Piece. Ah, et là, il arrive, il baisse la force de 2 et il en tue une, quoi. C'est ça. Ouais, c'est exactement ce genre de carte-là. Donc ouais, je voulais vous hyper sur Star Wars parce que je suis retourné au local jeudi soir. Première game, je reprenais un peu mes acquis et à la fin de la game, j'étais putain, il est bon ce jeu, quoi. Il est bien ce jeu. En fait, Star Wars, c'est le jeu qui est bien. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui apprécient pas la licence ou alors que la licence, elle a été trop tordue dans tous les sens. Et je trouve que maintenant, les fans de Star Wars, ils ont plus trop confiance en la licence, quoi. Je vois. Mais le jeu est trop bien. Donc, n'hésitez pas à tester. Ça sera le mot de la fin. Et ça conclut, j'allais dire, ce petit podcast. Poil plus court. Oh non, on est sur du 1 heure, en fait. Pas, donc, comme d'hab, on a réussi à faire quand même l'heure de podcast. Fin de celui-ci. Si vous voulez voir celui-là, c'est-à-dire le podcast MTG, n'hésitez pas. On débrief Age of Eternities, on débrief Sol Ring, sans spoiler, hein, bien évidemment. On parle de choses et d'autres, ça fait plaisir. Et on vous montre d'ailleurs des petites cartes Age of Eternities, en vrai. Alors qu'elles ne sont pas encore dans vos petites mains. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. C'est vrai. On vous fait des bisous. À très bientôt avec cette sirène que vous entendez, je l'espère. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.